On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. La coopération régionale s'organise. Depuis hier, des représentants de la France et du Brésil font le point sur les différents partenariats. Aujourd'hui, la lutte contre l'orpaillage illégal était abordée. Annonce également sur une ouverture imminente du pont de l'Oyapock. Des salariés de l'Institut médico-éducatif Yépicaz en grève depuis lundi. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et une dictature menée par la direction. Il faut plus de personnel encadrant pour les enfants. Le point dans ce journal. Et puis, quel cadeau remporte le plus de succès en cette période d'intenses achats avant le réveillon? Cette année, les stars du grand écran sont aussi les favoris du sapin, même si les valeurs sûres telles que les jeux de société restent populaires. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec la 10e réunion de la commission mixte de coopération entre la France et le Brésil. Depuis hier à Cayenne, les représentants des deux territoires abordent ensemble un certain nombre de mesures pour renforcer divers partenariats. Des questions telles que l'éducation, la recherche, l'insécurité et le tourisme sont à l'étude. Aujourd'hui, la lutte contre l'orpaillage illégal a été abordée. Plusieurs propositions de part et d'autre visant à unifier les méthodes d'intervention. Le point avec Jonathan Lariot. Pour quelques jours, la Guyane devient le centre de la coopération franco-brésilienne. C'est depuis le 28 mai 1996 qu'a été créée la commission mixte de coopération transfrontalière. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est encore main dans la main que le Brésil et la France tentent d'avancer dans plusieurs domaines. Parmi les sujets abordés durant cette deuxième journée, l'orpaillage illégal, un combat incessant, présent d'un côté comme de l'autre. Je vois que la coopération a permis une grande avancée au vu du nombre de résultats des différentes opérations qui ont permis de diminuer la pratique de l'orpaillage illégal dans la région. La thèse que je défends est que cela ne suffit pas. Si les politiques ne créent pas des méthodes alternatives pour lutter contre cette activité, on restera encore et toujours dans la même routine de répression. Dans la MAPA, nous sommes en train de créer des réserves propres à la pratique d'extraction minière. Et par notre expérience, nous pouvons dire aujourd'hui que cette méthode contrôlée et légale est une méthode efficace pour réduire l'orpaillage illégal. É uma alternativa de diminuir definitivamente a ilegalidade. Mais depuis déjà plusieurs années, les deux pays se sont engagés dans une même dynamique en matière de sécurité et d'intervention. Fini le temps où la difficulté des législations faisait barrière à la coopération. Aujourd'hui, la méthode est la même pour tous. Pour ceux qui sont présents à la frontière, ils ont un bonus significatif, qui est une formation aux méthodes d'intervention françaises. Si nous avons une demande de renfort par les pompiers français, le personnel transfrontalier a aujourd'hui les moyens d'agir en toute égalité sur les différentes interventions en coopération, sans se gêner. Tous les cas de figure sont possibles en cas d'intervention dans le cadre des prompt secours, c'est-à-dire secours à personne, secours aux victimes, les missions classiques des sapeurs-pompiers. Il reste encore un travail de planification à réaliser, les façons et les processus qui vont être mis en place pour gérer au mieux l'intervention, c'est-à-dire les dispositifs d'alerte, les dispositifs d'information, les moyens mobilisables, la logistique, le commandement de l'intervention, toutes les choses qui font que l'intervention se passera de la manière la plus efficace possible. Cette rencontre en est à sa 10e édition et de chaque côté de la frontière, aucun gouvernement ne semble mettre de côté une prochaine session. Autre point important abordé au cœur de la coopération transfrontalière avec nos voisins du Brésil, l'ouverture maintes fois repoussée du pont de l'Oyapock aura bien lieu le mois prochain exactement. Le gouverneur de l'État de la MAPA précise les modalités de cette ouverture au micro de Jonathan Lariot. Bem, nós temos acertado aqui no dia 16. Nous avons convenu que le 16 décembre seraient exécutées des opérations expérimentales. Et nous avons aussi discuté d'une prévision concernant l'ouverture provisoire du pont, qui doit être encore étudiée par les ambassades brésiliennes et françaises, car tout cela dépend des effectifs présents sur les deux frontières. Mais on pense à une date aux alentours de février pour une ouverture provisoire, une décision qui incombe aux deux gouvernements.
Nous avons 3 moments. Les tests le 16 décembre, le deuxième serait donc l'ouverture provisoire et ensuite seulement l'ouverture officielle et définitive qui dépend de la mise en place de la douane du côté brésilien. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Les ressources pour ce poste sont garanties et nous espérons qu'au maximum pour le deuxième trimestre, tout soit mis en place. Il ne serait pas élégant de permettre une ouverture du pont sans être au point de notre côté au niveau de la douane. Inaugurar uma obra quando nós temos pendência ainda no que diz respeito ao pátio aduaneiro do lado brasileiro. Dans l'actualité également, après le groupe de l'opposition pour une Guyane audacieuse hier, c'est au tour de Gabriel Serville aujourd'hui de réagir sur le dossier du pacte d'avenir et le refus de Rodolphe Alexandre. Le député estime qu'il faut signer au plus vite et rappelle que les 4 parlementaires avaient adressé une motion au président de la CTJ en ce sens. Nous l'écoutons au micro de Caroline Alcide. Dès le départ, j'avais refusé que le gouvernement nous impose de le signer en catimini. J'avais ensuite réclamé la tenue d'un congrès parce que je considérais que c'était un document majeur pour la Guyane et qu'à ce titre-là, il fallait qu'un maximum de personnes d'élus, de socio-professionnels puissent s'en emparer. Lors du séminaire du 12 septembre, j'avais émis 3 préalables. J'avais dit premièrement qu'il fallait une maquette financière qui n'existait pas. J'avais dit qu'il n'y avait pas de frise chronologique pour décliner la mise en œuvre dans le temps. Et j'avais aussi dit que ce document-là n'était pas opposable, c'est-à-dire que son caractère juridique ne transpirait pas suffisamment. Mais j'avais aussi dit ce jour-là qu'un tien valant que 2 tu l'auras, qu'il fallait qu'on aille en direction de la signature. Partons du principe que le pacte prévoit bien que chaque année, il y a un comité de suivi qui va se réunir avec la CTG, l'État, les parlementaires, le président de l'association des maires, pour pouvoir procéder à l'évaluation des dispositifs contenus dans le document qui aurait été signé et puis éventuellement faire des projections. Et donc, je pars de ce principe pour dire que c'est un document qu'il fallait signer parce que le pacte d'avenir n'a jamais été la panacée qui devait guérir tous les maux et tous les problèmes de la Guyane. Je considère que nous avons perdu beaucoup de temps et je crains aujourd'hui qu'on ne puisse procéder effectivement à cette signature. Et il y a une essai de surenchère qui s'est installée. Je vous avouerai que je ne pense pas que ça vienne du président lui-même. Ça doit certainement venir de son entourage parce que derrière tout ça se profilent à l'horizon les élections présidentielles et les élections législatives. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont déjà en train de se positionner. Gare de Lyon, à Paris, ce matin, la ministre des Outre-mer a donné le top départ d'une locomotive très spéciale. Il s'agit du train des Outre-mer. Son voyage le mènera dans 10 régions de France afin de faire découvrir les cultures et richesses des territoires ultramarins dans l'Hexagone. Une exposition sur les rails est disponible jusqu'au 18 décembre, 10 jours pour donner envie de venir nous rendre visite. Stéphane Alexandresco. Inauguration mercredi matin à la gare de Lyon de Paris du train des Outre-mer en présence de la ministre Erika Baretz. Quelque part, c'est le train de l'égalité, oui bien sûr, c'est le train de la fraternité et de la liberté, parce que les Outre-mer, ça représente aussi tout ça historiquement et pour l'avenir. Soutenu par Georges-Paul Langevin, c'est une initiative de la SNCF pour mieux faire connaître l'outre-mer en métropole. C'était excessivement compliqué. Et il a fallu que la ministre, Mme Paul Langevin, puisse nous aider en disant cette idée, je la soutiens et nous allons, avec vous, permettre d'être présents pratiquement sur le territoire national dans 12 villes pour justement faire parler de ces territoires d'outre-mer qui sont méconnus, ou tout du moins, sinon méconnus, qui sont mal perçus. Et ce sont les 3 secteurs que l'on veut développer, l'économie, le tourisme et surtout aussi l'innovation. L'idée que les Outre-mer vont sillonner la France entière, vont pouvoir faire savoir qui ils sont, vont pouvoir apporter leur culture, leur tradition, leur gastronomie, ça m'a semblé être une manière de les mettre en valeur et de les faire mieux connaître par tous les gens qui, ici ou là, savent que ça existe, mais ne les connaissent pas. Ce train va sillonner la France jusqu'au 18 décembre pour aller à la rencontre du public qui pourra monter à bord et visiter les divers wagons consacrés aux départements et territoires d'outre-mer. Ainsi, pour ce qui est de la Guyane, le CNES a fait un gros effort de représentation. Ce que nous avons voulu signifier au CNES, c'était notre implication, notamment la Guyane. Vous avez ici la représentation de la maquette d'Ariane 5. Donc on a l'habitude de dire que l'espace est une chance pour la Guyane, mais la Guyane est une chance pour l'espace, parce que c'est vraiment là qu'on a placé le meilleur de la technologie spatiale en Guyane, proche de l'équateur, pour pouvoir opérer les lanceurs de l'Europe. Si le public était encore peu présent dans le train ce mercredi matin, il lui reste encore 12 jours pour mieux s'informer sur ce qu'offre l'outre-mer d'un point de vue culturel et économique.
Retour dans l'actualité locale avec le mouvement de grève entamé lundi à l'Institut médico-éducatif Yépicaz. Dans le viseur des salariés, les méthodes de gestion appliquées par la direction jugées tyranniques, mais aussi le manque d'encadrants pour les pensionnaires des enfants polyhandicapés. Un climat délétère qui aurait poussé une partie du personnel à suivre l'appel à la grève lancé par l'UTG. Les précisions d'un représentant du mouvement. Vous ne pouvez pas me dire une seule personnel qui veut dire ergo doit prendre au moins 4 à 5 enfants en charge dans une seule journée. C'est pas possible. Et nous, personnel sur le Carbet, nous retrouvons parfois à 14 enfants sur le Carbet et nous sommes parfois 4 personnels. Ici à Yépicaz, nous accueillons des enfants polyhandicapés qui ont des problèmes, plusieurs pathologies associées. Et il y a combien d'enfants? En tout, nous sommes à l'heure de ce jour 40 enfants. Il y a des enfants qui marchent. Il faut un personnel pour un enfant alors que d'autres enfants et d'autres personnels sont mobilisés sur d'autres enfants. Non. Et c'est pour la sécurité, aussi les abords et tout ça pour protéger ces enfants-là. La direction, il n'y a pas de réponse. Il nous dit que nous sommes tous en membres et qui ne vont pas recruter, ça n'a pas lieu d'être. Toujours au chapitre social, autre mouvement de grogne à Saint-Laurent où les habitants du village Jacata ont érigé un nouveau barrage ce matin pour que le maire tienne ses promesses. Ils déplorent une situation inchangée depuis leur dernière manifestation la semaine dernière. Mouvement rapidement dispersé par les élus de la commune et les forces de l'ordre. Plus tard cet après-midi, les habitants ont été reçus une nouvelle fois en mairie. En tout cas, quelques réactions obtenues ce matin par Elsa Gonzalez. On a beaucoup de problèmes ici, on n'a pas assez d'eau. On n'a même pas d'électricité, c'est pour ça qu'on est en train de faire de la grève. Nous, on voulait qu'ils passent nous voir pour qu'ils puissent nous faire des trucs, régler beaucoup de choses ici parce que notre maison, c'est pas bon, tout ça. Je veux que la maire est venue nous voir pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire pour nous parce que je veux qu'elle trouve une solution parce que moi, je suis fatiguée avec le problème. Maintenant, on est décembre, je veux que la maire... Il vient que tout passe bien parce que moi je suis fatiguée, c'est pour ça que je n'ai pas envie de parler. Après plusieurs jours de mobilisation devant France Domaine, les membres de l'association foncière La Savane ont mis fin à leur mouvement. Vous le savez, ils souhaitaient obtenir les titres de propriété des terrains qu'ils occupent à Macouria après 15 ans de démarches infructueuses pour certains. Même si tous leurs points de revendication n'ont pas été satisfaits, la présidente de l'association estime que les choses évoluent dans le bon sens. On l'écoute au micro d'Ayodele Germa. Je crois que quand même le directeur, M. Catanès, nous a montré son désir de pouvoir faire pour l'association La Savane. Donc je pars confiante tout en étant vigilante de ce qu'on arrive quand même à quelque chose qui va nous satisfaire. Donc on a 32 dossiers. Dans ces 32 dossiers-là, mais moi j'ai vu la liste, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ces 32 noms qu'ils ont arrêtés. Je crois qu'on aura du travail à faire par rapport à cela. Parce que c'est pas cohérent. Donc vous avez des gens il y a une personne que pratiquement, que je sais qui n'est pas là vraiment. J'ai mis des points d'interrogation qu'il n'y a même pas de parcelle qui apparaît sur la liste. Donc, cette personne-là, elle est régularisable. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, il y a des choses comme ça qu'on doit revoir. Je ne crois pas que c'est un combat de fou que je mène là, parce que le combat de la terre, c'est un combat qui est noble. Et nous savons que l'État détient plus de 90% de nos terres. Donc, je ne crois pas que des gens qui sont fous et qui font n'importe quoi peuvent prendre ce combat-là à bras le corps et le mener comme moi je le mène. En Martinique, les services de l'État ont surpris les chauffeurs de bus scolaires très tôt hier matin. Une opération de contrôle inopinée qui s'est tenue aux abords de la cité Bellevue. En l'espace de 2 heures, 16 véhicules ont été passés à la loupe et 7 infractions ont été relevées. Loïc Régis et Michelet François. Mauvais début de journée pour ce jeune chauffeur. 45 € d'amende pour un défaut de plaque d'immatriculation, 135 pour l'absence de la raison sociale de l'entreprise sur le bus. Et pour couronner le tout, 90 € supplémentaires pour le téléphone au volant. Malgré ses déboires, il encourage les contrôles surprises des services de l'État.
C'est un contrôle qui est normal, après voilà. Après, de toutes les façons, si la personne, si nous sommes en règle, il n'y a rien à se reprocher. Puis c'est un truc qui est normal. On ne transporte pas des... Comment dire ça, on ne transporte pas des wash, hein. C'est des personnes qu'on transporte. Je peux avoir un contrôle de la gendarmerie et ils constatent que j'ai un problème avec ma voiture qui peut m'éviter de faire un accident ou autre. Je peux prendre une contravention, mais ça peut m'éviter de faire un accident. Donc, les contrôles sont bien. Une présence rassurante pour les élèves transportés. Ces lycéens embarquent dans leur bus, parfois la peur au ventre. Pour eux, la sécurité est primordiale. Il y a le bus de Ravine, tout ça. Les amortisseurs, le bus faisait du bruit, là ils l'ont changé, c'est bon. C'est bien parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer le matin quand on prend le bus. C'est rassurant. C'est intéressant, comme ça nous sommes plus en sécurité comme dans le bus pour le trajet. Bon, ouais, ça va là pour le moment. Ça va. Après, est-ce qu'il y a l'identification? Équipement de sécurité, validité des agréments et licences de transport, tout est passé au crible. 16 véhicules sont contrôlés. La préfecture tire un bilan satisfaisant de cette opération. Concrètement, c'est des contrôles qui sont effectués de manière très régulière. Le dernier sur cet espace-là a eu lieu il y a moins de 2 mois. Et sur l'ensemble des véhicules contrôlés, nous en avons contrôlé 16 ce matin. Nous avons relevé 5 infractions, mais aucune qui concerne la sécurité des lycéens. Donc c'est un point satisfaisant, c'était notre objectif principal. L'an dernier, 92 chauffeurs avaient été verbalisés pour travail dissimulé. Une trentaine pour l'instant depuis le début de l'année 2016. Des chiffres en nette baisse, peut-être la preuve du sérieux des transporteurs et de l'efficacité des contrôles. Pour finir, vous aurez bientôt le loisir de découvrir ce que le Père Noël vous a déposé sous le sapin dans 18 jours exactement. En attendant, ces petits lutins s'affairent toujours autant dans les rayons pour dénicher les cadeaux tant attendus. Parmi les stars chez les plus jeunes, les dérivés de 2 blockbusters rendent la tâche difficile. Certaines enseignes ont dû tripler la commande, mais les jeux plus traditionnels restent au goût du jour. Le point avec Ayoub Deligerma. Pour ce Noël, le cadeau en vogue est celui tiré d'un film d'animation ou d'un blockbuster. Côté filles, La Reine des Neiges continue à cristalliser la grâce dans les imaginaires des petites filles 3 ans après sa sortie. On a sur l'ordinateur la cassette, le CD, donc elle chante La Reine des Neiges et puis elle veut un jouet La Reine des Neiges, donc on hésite, on regarde. Comme elles sont 2, c'est un peu compliqué d'acheter la poupée qui coûte un peu cher. Je constate qu'il part beaucoup plus La Reine des Neiges et c'est un rayon qui est beaucoup touché. Si possible, on est tout le temps en train de descendre, monter, descendre des cartons pour réapprovisionner le rayon. Chez les garçons, c'est l'envie de se mettre dans la peau d'un chasseur depuis la sortie en juillet dernier du jeu à réalité augmentée et par géolocalisation. Pokémon, ça sort beaucoup. C'est les cartes Pokémon, c'est vraiment là, c'est la star. Pokémon, c'est la carte qu'il demande plus. C'est pas plus les figurines, mais plus les cartes Pokémon. Très en vogue également, les drones, le sable à modeler et les têtes coiffantes. Pour ces articles, le magasin doit tripler ses commandes pour satisfaire la demande. À côté des grandes stars de Noël, les classiques indémodables, quoique remis au goût du jour, comme ce Monopoly avec ses pièces inspirées des personnages de la série à succès Game of Thrones. Les parents, intermédiaires du Père Noël, doivent donc rester à la page. En fonction de son collage, on essaie de voir ce qu'on trouve, parce qu'il y a les prix dans le collage, c'est bien. Que chaque année, en fonction de la mode, la tendance, ça change. Non, la dinette, la cuisine, on n'en veut plus. C'est la fin de votre journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir avec la coopération régionale qui s'organise. Depuis hier, des représentants de la France et du Brésil font le point sur les différents partenariats. Aujourd'hui, la lutte contre l'orpaillage illégal était abordée. Annonce également sur une ouverture imminente du pont de l'Oyapock. Des salariés de l'Institut médico-éducatif Yépicaz en grève depuis lundi. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et une dictature menée par la direction. Mouvement à l'appel de l'UTG. Et puis, quel cadeau remporte le plus de succès en cette période d'intenses achats avant le réveillon? Cette année, les stars du grand écran sont aussi les favoris du sapin, même si les valeurs sûres telles que les jeux de société restent populaires. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans un instant le journal de TF1 qui vous programme, qui se poursuit sur votre antenne à TV Guyane. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. À demain.
Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.